Je peux savoir ce que vous faites? Ça va commencer. Qu'est-ce qui va commencer? La fin du monde. La fin du monde. Regarde, tout concorde. La pleine lune et son éclipse qui vient terminer la tétrade. Les prophéties messianiques, la Shemitah juive, la fin du compte à rebours pour le chaos climatique de Fabius, les Illuminati, l'astéroïde qui doit nous frapper. C'est même ton anniversaire. Non, il n'y a pas à dire, on assiste vraiment là à l'apocalypse. Et t'inquiète pas, avec Recteur, on essaye d'invoquer la saison 2 pour sauver le monde. Comment ça? Il est dit dans les tablettes sacrées que l'invocation d'un elfe des montagnes, saoulé au saké, dansant au milieu des 12 épisodes de la saison 1 à l'occasion de la lune de sang, pourrait contrecarrer la prophétie. Bon si vous voyez cet épisode, c'est que leur truc a marché. Donc, salutations mes vieilles gourdes. Ne perdons pas plus de temps et attaquons. Vous vous souvenez de l'épisode 10? Oui, la dernière fois tu nous avais traité de pute, j'espère que tu vas pas remettre ça. Non, on va parler de gourdes. Bon, très bien. Vous regardez cet épisode sans doute après, mais ce 28 septembre, vers 5h du mat', on avait la possibilité d'observer en France une éclipse lunaire. La lune était donc rousse. Et si par chez moi c'était pas trop nuageux, je vous montrerai quelques photos pendant le live. Mais je vous parlerai du live à la fin de cet épisode. Alors comme c'est souvent le cas, quand un événement astronomique sort un poil de l'ordinaire, on a toute une flopée d'excités qui viennent vendre de la prophétie de la fin du monde. On n'a pas dérogé à la règle, et nous avons eu droit, sur les réseaux sociaux, internet et ailleurs, à la prophétie de la lune sanglante. Alors je sais pas vous, mais moi perso, quand j'entends prophétie, pleine lune, j'associe tout de suite l'image d'un nain entouré d'un du jambon qui danse au milieu de 12 statuettes. Et pour tout ce qui a trait à ça, j'ai envie de donner ma langue au chat. Eh bien, moi, cette date ne me fait pas penser à une quelconque apocalypse, mais à la fête coréenne de Chuseok qui se déroule le 15e jour du 8e mois lunaire, soit le 28 septembre cette année. C'est une fête traditionnelle empreinte de chamanisme qui servait à célébrer la fin des récoltes et à en remercier les ancêtres. Mais bon, de nos jours, c'est surtout une fête de famille. Lors de Chuseok, les Coréennes, vêtues du costume traditionnel appelé hanbok, exécutaient une ronde tout en chantant sous la pleine lune. À travers cette danse appelée Gangang-sule, les Coréennes demandaient aux ancêtres de bonnes moissons et fertilité. Le tempo était d'abord lent, puis allait en s'accélérant. Il y avait une chanteuse principale et les autres tel un chœur lui répondaient. Des instruments pouvaient aussi venir se joindre à cette musique aux mélodies souvent répétitives. Mais surtout, le Gangang-sule donnait aux femmes un peu de liberté et d'amusement. En effet, la société coréenne était très patriarcale et confucéenne, et elles n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Alors, à cette danse, elles ajoutaient bien souvent des jeux, et les paroles des chansons leur permettaient d'exprimer leurs soucis, leurs joies ou encore leurs inquiétudes. Tout un symbole donc, et plus encore puisqu'on associe à cette danse une origine, une anecdote légendaire. Au XVIe siècle, pendant la guerre qui opposa l'envahisseur japonais à la Corée, l'amiral Comment tu prononces ça? C'est l'amiral Yi Sun-shin. Celui-là donc demanda aux femmes présentes d'enfiler des uniformes de soldats et de faire cette danse autour d'un feu de camp sous la pleine lune. Il se trouve que les éclaireurs japonais, voyant cela, surestimèrent grandement les effectifs coréens et rapportèrent à leurs généraux que ces derniers avaient un moral à toute épreuve, ce qui leur a mis un coup au leurre de morale des Japonais, qui du coup préférèrent ne pas engager le combat. Un bel exemple de la ruse qui nous offre une transition de choix pour donner la parole à une autre déesse du G, Gaïa. En effet, transition de choix puisque nous allons parler du Tanuki. Hé, il a dit Gaïa. Ah bon? T'as pas bu, j'espère? Non? Bon, alors, le Tanuki est
est un yokai. Dans la mythologie japonaise, c'est un esprit. C'est un esprit de la forêt. Il est représenté sous les traits d'un chien vivrain, qui est une sous-espèce de canidé qui ressemble à s'y méprendre à un raton laveur ou à un blaireau. Les représentations lui font porter un chapeau de paille et une gourde de saké. Mais il y a aussi des représentations où il a des testicules énormes. Chose que le chien vivrain, en vrai, il l'a aussi. C'est-à-dire qu'il a un scrotum assez imposant. Mais la culture populaire a exacerbé le trait jusqu'à le faire se défendre avec ou même jouer du tambour dessus. Le tanuki, il est réputé pour sa capacité à changer de forme. Et il existe pas mal de légendes qui racontent les frasques, les blagounettes que le tanuki peut faire avec cette capacité. Une des légendes le représentant dit que le tanuki, après avoir transformé des feuilles en billets verts, se transforme en humain, va chez le marchand acheter du saké, parce qu'il adore ça, et du coup il paye avec cette monnaie, et puis après il part à l'abri, et donc il va boire, il va boire son saké tranquillou, et puis pendant ce temps-là, eh bien, le marchand il va découvrir que sa monnaie se rechange en feuillage. Quel farceur. J'adore ce gars. Entre les couilles. Et ça, j'adore. Bon, ça suffit maintenant. On a assez rigolé, laisse-moi la place. Bon, il est à noter quand même que dans cette histoire, les feuilles ont leur importance, puisque selon les versions, le tanuki aurait besoin de feuilles pour se métamorphoser. C'est de là d'où il tirerait son pouvoir. Ça m'énerve ce truc. Dans la tradition japonaise, le tanuki est symbole de bonne fortune. En effet, avec son aspect rebondi et sa grosse masculinité, il est signe de prospérité et de réussite. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver des statuettes le représentant, souvent dans des commerces, puisqu'il est aussi symbole de chance. Et tu touches pas à ma gourde de saké. Non mais ça coûte cher. Ah oui? Tiens, pour le dédommagement. T'es sérieuse? Non. Non. Tu bois pas tout. Grah. On va rester sur la gourde. Voyons maintenant une utilisation insolite de celle-ci. Vous l'entendez depuis le début de cet épisode. Il est temps que je laisse la parole à la dernière rousse de cet épisode, à la personne de la délicieuse Létice, qui va nous parler de cet instrument de musique. En effet, cette gourde est en fait un légume de la famille des cucurbitacées, nommé Lagenaria siceraria de son nom scientifique, plus communément appelée calebasse. C'est une sorte de grosse courge cultivée à des fins alimentaires quand elle est fraîche. Mais on peut également la faire sécher afin de lui donner des utilisations plus diversifiées, comme des récipients, des instruments de musique, des objets de décoration ou encore des gourdes. Mais comme je ne suis pas jardinière, mais plutôt musicienne, c'est sur les instruments de musique que j'aimerais m'attarder. À travers le monde, la calebasse est utilisée pour différents instruments, comme celui-ci qui est un instrument chinois originaire de la province du Yunnan et se nommant Uluzi. Uluzi signifie tout simplement gourde flûte ou gourde soyeuse, faisant directement référence à son son doux et soyeux. Il est intéressant grâce à sa palette sonore. En effet, il possède un son se rapprochant plus de la clarinette et l'autre plus de la cornemuse. Mais le Uluzi n'est pas le seul instrument à utiliser une calebasse. On retrouve le tambour d'eau, utilisé par de nombreuses cultures sud-américaines, africaines et sud-asiatiques. Le balafon, instrument à percussion, cousin du xylophone et originaire d'Afrique occidentale. Le berimbo, instrument à cordes frappées, également originaire d'Afrique mais plus utilisé dans les musiques brésiliennes. Il y a aussi la chorale, le ngoni, le tchékéré, la kalimba, la senza, le bolon, le bara, le guiro, la flûte cubilaire... Voilà, je crois qu'ils ont compris. Tu devrais commencer par reprendre ton souffle.
Cet épisode touche maintenant à sa fin. Dis-moi mon cher V, tu comptais pas terminer cet épisode sans expliquer le coup des couvre-chefs. T'as pas compris la blague, c'est ça? Non, là j'avoue, j'ai pas. Bah c'est facile. On commence cette saison 2 sur les chapeaux de roue. Une seconde, je suis même pas roux moi en plus. C'est pas faux, mais entre le chapeau et le fait que tu sois un G, cet épisode touche maintenant vraiment à sa fin. Comme je vous le disais au début de l'épisode, il y aura d'ici une semaine un live, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir le jour, l'heure et le lieu. Si il se fait sur YouTube, sur Hitbox, c'est pas encore décidé, puisque à l'occasion de ce live, je serai accompagné, et je les en remercie, des 3 rousses, des 3 DS qui ont bien voulu venir jouer avec moi. Castor Moser, qu'on ne présente plus, Charlotte de la Langocha et Létis de l'Instrumentarium de l'Insolite, dont je vous mets les liens quelque part par là, ainsi que dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, il y a du bon. Bon, c'est des rousses, mais bon, pas. Il y en a, c'est pas des vrais. Sur ce, je vous dis au live pour discuter, vous et moi, mais en ce qui concerne le Végarou, à la prochaine lune.